Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Aujourd'hui, je crois que tout va bien en France. Il fait beau depuis que Macron est président. Voilà, 4 ans donc Macron est président et Emmanuel Macron qui donc apparemment prévoira un petit tour des régions d'ici le mois de juin. À un an de la présidentielle, Macron est-il plus populaire qu'on ne le croit? Vous votez sur les réseaux sociaux, vous nous appelez et vous en débattez avec Philippe Bilger, Tom Conan, Céline Pina et notre invité c'est Frédéric Dabi qui est avec nous, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir mon cher Frédéric. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Frédéric. Alors bonsoir, effectivement, il se murmure, Frédéric, que Emmanuel Macron préparait un petit tour de France en région, voilà, il aime bien comme ça Emmanuel Macron parler comme ça de vive voix en frontal avec les Français, les élus. Je me souviens des images du grand débat où il retroussait ses manches, voilà, il se mettait debout et il parlait. Et souvent, il retournait des situations, hein. J'ai connu des épisodes où la foule n'était pas avec lui et puis au bout de 2 heures, elle l'applaudissait presque. 37% d'opinion favorable, hein, c'est ça selon l'IFOP. Un petit peu plus, oui. C'est dans le baromètre IFOP JDD qui est le baromètre le plus sévère. C'est la question historique de satisfaction, mécontentement qui est posée depuis le début de la Ve République. Dans les indicateurs IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, on est à 40% pour l'approbation de son action. On est presque à 45% pour sa personnalité. Donc c'est une popularité déficitaire, mais comme on se le disait, elle est quand même très supérieure à ses 2 prédécesseurs. À la même époque, François Hollande était autour de 16% et Nicolas Sarkozy était à peine à 30%. C'est un président qui fait mieux que ses prédécesseurs, mais qui a besoin de renouer avec le pays. Hein. Son point faible, c'est la proximité aux préoccupations des Français. On le voit dans notre baromètre. Alors pourquoi un tel score? Parce que finalement, il y a quand même pas mal de Français qui, sans l'aimer, évidemment, lui font confiance. Ou parce que, à côté, il n'y a personne? J'ai envie de dire les deux. Les deux dans le sens où c'est vrai que cette période inouïe et hors norme du Covid l'a protégé un petit peu, puisqu'on ne casse pas du sucre sur le capitaine au milieu de la tempête, même s'il a été touché par les ratés de la vaccination. Et c'est vrai que dans le cadre de ce champ politique dévasté qu'il a lui-même contribué à fracturer, quand on l'interroge, et c'est une enquête fiduciale pour Sud Radio il y a quelques semaines, qu'est-ce qui ferait mieux que lui? Personne ne se détache vraiment. Et même si votre question c'était est-il capable d'inverser la tendance, aujourd'hui, ici et maintenant, on sait très bien qu'une enquête d'intention de vote, c'est pas prédictif. Il est qualifié pour le second tour et il devance Marine Le Pen. Mais bien sûr, il y a des éléments de fragilisation, on les connaît. Alors Philippe Bilger, un tour de France comme ça des régions, est-ce que ça peut être favorable à Emmanuel Macron ou alors vous pensez que ça pourrait surtout lui être défavorable, Philippe Bilger? Alors Philippe, et je pose évidemment mes interrogations à Frédéric. En effet, il y a quelque chose qui me frappe, Frédéric, c'est le hiatus entre l'apparence qui est plutôt satisfaisante par rapport aux autres présidences, mais en même temps, et pas seulement à mon petit niveau, on sent un vrai mécontentement profond à l'encontre de cette présidence-là. Et donc, est-ce que les 37% là signifient grand-chose? Est-ce que, évidemment, s'il se représente au premier tour, il n'aura pas cela? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train peut-être de trop focaliser sur la superficie en oubliant les tréfonds? Et le deuxième élément, est-ce que ce Tour de France qu'il va refaire cette fois-ci à son initiative, pas le grand débat qui lui avait été imposé en quelque sorte pour résoudre la crise des Gilets jaunes, est-ce que ça n'est pas peut-être une manière très discutable d'engager ostensiblement une campagne présidentielle pendant que ses rivaux réels ou putatifs seront encore en plein dans les régionales? Est-ce que ce ne sera pas mal perçu? Oui, Frédéric Dabi. Alors, il y a un point historique sur la dernière remarque de Philippe Bilger. C'était en 2011, après des cantonales catastrophiques, Nicolas Sarkozy avait lui aussi entamé un Tour de France. Il avait son carnet à la main, il y avait toute une série de réunions. À l'époque, la détestation à l'égard de l'ancien président était absolument terrible. On parlait même de village Potemkin de militants UMP pour lui éviter le contact avec le pays. Moi, ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron suscite un mécontentement avec toutes ces crises qui se sont enchaînées depuis le début du quinquennat, mais il n'y a pas d'un côté le côté répulsif ou la haine que suscitait Nicolas Sarkozy, mais comme point faible, il n'a pas non plus
l'affection, ou si je puis dire de manière un peu triviale, des fans. Nicolas Sarkozy avait des fans absolus, ce qui a expliqué finalement sa très bonne campagne présidentielle et son échec de peu face à François Hollande. Et sur la première question de Philippe, il a tout à fait raison. La popularité n'est pas le vote. Il a un socle, Emmanuel Macron, peut-être lié à cette crise où, comme je le dis, il y a un effet drapeau. On voit toute une série de fragilités. Et la première qui me frappe, et on en a parlé ensemble, Philippe, récemment, c'est son effondrement dans l'électorat de droite, où il a perdu une vingtaine de points depuis le mois de janvier, ce qui fait que paradoxalement, il est aujourd'hui un peu plus soutenu à gauche qu'à droite. Ouais. Alors, peut-il convaincre Emmanuel Macron? Peut-il inverser la tendance si justement il fait bien son tour de France des régions? 0826 300 300. On va écouter Basile dans quelques instants. Juste avant, tiens, l'avis de nos vraies voix. Céline Pina, juste après Tom. Céline. Je pense que c'est malgré tout un score assez faible pour un pays qui est dans une crise lourde, longue, dont on ne voit pas encore réellement la sortie. On sent que ça va arriver, mais on n'a toujours pas d'échéance. Et normalement, dans ces cas-là, il y a comme un réflexe de survie. Et le réflexe de survie, ça consiste à rester groupé derrière le chef. Donc, à ce titre-là, 40%... c'est pas déshonorant, mais c'est pas non plus le score. Si vous comparez avec les autres pays européens, par exemple, en période de crise du Covid, c'est ce que vous nous dites, par exemple. Donc, en général, dans les périodes de crise, on se fout, on se rassemble quand même derrière le chef, et là, ça reste relativement bas. Mais ce que je trouve surtout très dangereux, c'est que moi, je me souviens, c'était un show narcissique qu'avait fait Macron, et il avait renoué les liens avec les maires, mais ensuite, il leur a fait un gros bar d'honneur et il les a laissé tomber. C'est compliqué de refaire 2 fois le même coup en espérant que les gens seront assez bêtes pour vous redonner du crédit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 choses contradictoires chez Macron qu'il arrive quand même plus ou moins à maintenir. C'est que d'un côté, il est un peu anticonformiste quand même. Il est quand même resté un petit peu comme ça, un peu sur tous les terrains, un peu difficile à cerner d'un point de vue idéologique. Est-ce qu'il est de gauche, de droite, libéral, anti-libéral? Est-ce qu'il est pour la conservation des institutions ou est-ce qu'il est pour la suppression de l'ENA, etc. Donc il est quand même sur beaucoup de terrains où d'un côté il est anticonformiste, et Dieu sait que les Français aiment les anticonformistes. C'est pas pour rien que les acteurs préférés des Français, c'est des gens comme Depardieu. C'est quand même pas des gens quand même qui ne sont pas clivants. Je veux dire, ils sont très très clivants justement, et ils assument totalement. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est étonnant, il est quand même largement quand même libéral. Il est, je veux dire, fondamentalement favorable à la mondialisation. C'est pas du tout quelqu'un qui est en rupture par rapport au mouvement général de l'économie et des sociétés. Et d'ailleurs, avec des aspects qui peuvent être tout à fait positif. Mais donc du coup, en fait, ça qui est étonnant, il est un peu sur les 2 tableaux. Et c'est pour ça que c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas où il se situe vraiment. C'est aussi sa grande force, parce qu'on sait très bien qu'en fait, les élections aujourd'hui, dans le monde qu'est le nôtre, dans les pays occidentaux, elles se gagnent au centre, en fait, centre-gauche, centre-droit. Et donc, peu importe les opinions de chacun, il aura de très grandes chances de gagner, justement pour cette raison-là, pour cette stratégie-là, même si je suis même pas certain que lui-même soit forcément un centriste. Mais c'est un bon stratège. Philippe Bilger. Mais ce que dit Tom, c'est intéressant parce qu'il faut lire les essais sur Macron. Ceux qui le connaissent très bien disent que à l'Élysée, dans cet univers-là, il est le plus atypique du lot, en dépit du fait qu'il a sur certains plans une politique éminemment classique. Mais je voudrais à nouveau m'adresser pour la dernière fois à Fred. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, qui est avec nous. Est-ce que cette manière dont Emmanuel Macron ostensiblement met en branle le processus de la campagne, ouvrant le tiroir du grand débat, allant vers le peuple alors qu'avant il était à l'Élysée, est-ce que tout ça, à la limite, ne relève pas d'un procédé qui peut être mal perçu tout de même? Moi, je pense que c'est même pas que le procédé, cher Philippe, ne va pas être mal perçu. Il ne va pas être perçu du tout. Les Français ne sont pas du tout en pré-campagne présidentielle. Ils entrent à peine dans les élections régionales. Ils entendent quand même. On est sur la 5e République. Il y a ce pouvoir presque thaumaturge accordé au chef de l'État alors qu'il y a une tension sur l'impuissance du fait politique. Ils attendent des déclarations. Ils attendent de l'action d'Emmanuel Macron. N'oublions pas que le socle de sa popularité, c'est son idée de transformer, de faire bouger les choses dans le pays. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ce moteur du macronisme est complètement en panne. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pertinent, même si bien sûr les embardées sur le terrain peuvent être perçues sous l'angle de la communication, de la tromperie, du marketing électoral. Il a intérêt à ne pas
faire de ces derniers mois à l'Élysée une période où il ne ferait rien, où il attendrait dans une logique de citadelle assiégée la confrontation avec Xavier Bertrand, Marine Le Pen ou d'autres candidats. Maintenant, les Français ne sont pas dessus du tout. Basile est avec nous, Basile qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Basile. Bonjour. Bonjour Basile, bonsoir. Alors, mon cher Basile, est-ce que Emmanuel Macron peut remonter dans les sondages? Est-ce qu'il peut inverser la tendance? Dites-nous oui ou non, on se retrouve dans quelques instants. Vous finirez d'argumenter, oui ou non, mon cher Basile? Oh non. Non, bon voilà, très bien. Allez, les arguments de Basile dans quelques instants. Pourquoi, selon lui, Macron ne réussira pas à convaincre à remonter dans les sondages? Basile qui nous appelle de Rouen dans quelques minutes. Céline qui a une question d'ailleurs à notre invité Frédéric Dabi de l'IFOP, Philippe Bilger et Tom Conan. On revient dans quelques minutes, à tout de suite. Les vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Philippe Bilger, Tom Conan et peut-être un Tour de France pour Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce qu'il souhaiterait, voilà, renouer le dialogue avec les Français, rencontrer les élus, peut-être dans un exercice style grand débat. Et ce, dès la semaine prochaine où Emmanuel Macron, apparemment, pourrait aussi faire le tour des terrasses le 19 mai. Bref, il est en campagne, le chef de l'État. Est-ce qu'il peut inverser la tendance? Voilà, est-ce qu'il peut convaincre? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300. Frédéric Dabi de l'IFOP qui est avec nous et Basile de Rouen. Donc Basile de Rouen, on était avec lui il y a quelques minutes. Non, pour Basile, c'est foutu, c'est fini. Expliquez-nous pourquoi, mon cher Basile. Eh bien, Macron, ça fait longtemps qu'il a perdu le pouls du pays. Donc, depuis la suppression de l'ISF, des 5 euros d'APL, et je vous parle même pas de la réforme des retraites, c'est pas avec les mesurettes qu'il va mettre fin à la précarité étudiante. Alors, il pourrait mettre en place un plan de relance, planifier le déconfinement comme il se doit. Et là, comme vous dites, il prend son bâton de pèlerin pour aller manger du pâté et abreuver les gens de bonnes paroles sans y mettre les actes. Ce qu'il faut, effectivement, c'est écouter les maires des villes et des villages, eux qui, eux, sont au contact de la population, pas uniquement faire semblant de les écouter. Et là, c'est plus de la fanfaronnade électorale pour un homme qui est vraiment titubant électoralement. Ouais. Il fait semblant de donner un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite, voire à l'extrême droite. C'est pas ce que j'appelle un chef d'État sérieux. Ouais. Et puis il risque de se fatiguer, de partir comme ça avec son petit bâton, même si on a bien compris. Il est résistant. Ah oui, un an, tenir un an comme ça va être compliqué. Frédéric Dabi, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est intéressant ce qu'a dit votre auditeur. On le retrouve dans les critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est moins le côté mépris, arrogance qui a beaucoup en fait diminué, mais le fait qu'il ne connaît pas le pays, la déconnexion du pays. Et ce qui est très intéressant avec ce qu'a dit votre auditeur, il fait référence à des décisions qui ont été prises au tout début du quinquennat, les fameux 5 euros d'APL et la transformation de l'ISF en IFIS. Ça n'est pas passé dès le début et ça reste comme acte lourd chez beaucoup de Français. Ouais, comme quoi, c'est vrai, Frédéric Dabi, dans un quinquennat, les premiers mois comptent énormément, parce que ça dépend. On pose les bases. Tout dépend. Céline Pina. Dans le cas de Macron, tout dépend à quel segment de la population on appartient. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens ne se rappellent pas de la même chose parce que de fait, Macron s'est jamais adressé au pays. Il s'est toujours adressé à des segments de population et à des cibles identifiées. Donc les gens, ils ne se souviennent que de ce qui était adressé à leur cible. Ça aussi, c'est une grande faiblesse qu'il a. Non, moi, la question que je me posais, c'était le danger, à si peu de temps d'une élection, de risquer d'ouvrir des formes de cahiers de doléances, donc de voir le pays partir dans une explosion tout azimut, dans une expression de demande exponentielle, avec un président qui, sur le plan régalien, n'est pas très crédible et qui n'a jamais su en fait passer de la demande au besoin et se fait piéger à chaque fois. Donc je me demande si son initiative ne risque pas de le mettre dans une situation très dangereuse. Les cahiers de doléances ont abouti à l'explosion de la royauté. Avec nous, Frédéric Dabi. Oui, je partage ce que dit Céline Pina, mais c'est vrai qu'avant une élection présidentielle, c'est ce moment où, dans l'imaginaire des Français, la présidentielle, la pré-campagne, c'est le moment du débat. C'est le moment où le pays s'arrête, où la mondialisation s'arrête, et il y a ce grand moment d'introspection. Et là où je partage ce que vient de dire Céline Pina, c'est que les thématiques qui sont en ce moment dans le discours et au cœur des préoccupations des Français sont des thématiques plutôt régaliennes. Il y a bien sûr l'économie, il y a bien sûr cette crise sanitaire sans fin, mais ces dimensions régaliennes sont des aspects pour lesquels Emmanuel Macron est en vraie difficulté, pour lesquels il y a le sentiment d'inaction, il y a le sentiment de décalage entre les paroles et les actes. Et c'est vrai que cette tournée, si c'est une vraie tournée, et si le retour des Français systématique se cristallise sur des thématiques où Emmanuel Macron n'est pas très à l'aise, c'est compliqué pour lancer
une campagne et une candidature. Et ce que je trouve gênant, moi, c'est que finalement, sur un terrain sur lequel il était a priori très crédible, c'est-à-dire les questions économiques, etc., du fait de son expérience professionnelle passée, qui lui avait été d'ailleurs reprochée, alors que pour moi, je pense que c'était quand même plutôt une bonne chose, quelqu'un qui est bossé dans le privé un petit peu, qui n'a pas été fonctionnaire toute sa vie, ou politicien. Mais donc, même sur ce terrain-là, finalement, donc, les questions économiques en général, il n'a pas été finalement si brillant que ça, parce que moi, ce que j'attendais, et ce que la plupart des Français attendaient, je pense, c'est quand même une vision, parce qu'on parle souvent des problèmes dans lesquels la France est empêtrée. Bon, là, il y a les questions évidemment du Covid, mais les questions sociales, les questions sur le régalien, la sécurité, ce que vous voulez. Mais la question économique, parfois, peut aussi porter une nation. Une vision industrielle, une vision après colorée, évidemment, d'écologie, après sur les nouveaux axes, on pourrait dire les nouveaux défis aussi, qui sont ceux du monde et pas seulement de la France. Et en fait, là-dessus, moi, j'attendais beaucoup. Je pensais qu'il allait pouvoir embarquer, parce que beaucoup d'éléments négatifs, on pourrait dire, ou problématiques en France, sur lesquels on est revenu pendant cette émission, sont aussi contenus d'une certaine façon, peut être parfois surmontés par justement des grands enjeux, des grands défis économiques. On sait qu'on est aujourd'hui défié par plusieurs puissances, pas seulement l'Amérique, ce qui a toujours été le cas historiquement, mais également les puissances asiatiques. Où est-ce qu'on est là-dedans? Même au niveau européen, ça semble très morcelé, et donc peut-être que ça sera ça, peut-être l'axe de sa campagne, plutôt que de faire une campagne à droite, ce qui semble quand même se présager. Alors, pour finir, Philippe Bilger, c'est l'affiche qu'on nous propose, même vous, Frédéric Dabi, c'est le match Macron-Le Pen, un an de la présidentielle qui a l'air de se dessiner. Les Français n'en veulent pas, on l'a bien compris. Philippe Bilger. On dit que les Français n'en veulent pas, entendons-nous bien. Ils ne sont pas complètement naïfs, ils sentent bien à quel point le président rêve de cette confrontation renouvelée, tout en commençant à en avoir peur. Et il en a d'autant plus peur que, me semble-t-il, l'argumentation du pouvoir contre la montée du Rassemblement national, je la trouve complètement inepte. C'est comme si en réalité, on cherchait en permanence à développer une ampleur qu'on prétend combattre. Moi, j'avoue que sur ce plan-là, je ne saisis pas, ou alors c'est sadique, c'est très pervers de la part du pouvoir, mais je ne suis pas assez vicieux pour imaginer de la perversion dans le pouvoir macronien. Alors, difficile à dire en 1 minute 30, il nous reste 2 minutes, Frédéric Dabi, difficile à dire et à expliquer, à argumenter, mais est-ce qu'elle a une réelle chance, Marine Le Pen, d'ici un an, d'accéder à l'Élysée? Frédéric, vous êtes là, Frédéric Dabi? Oui, pour l'instant, elle est systématiquement battue, mais c'est vrai que de plus en plus, elle s'enracine comme adversaire première, comme alternative à Emmanuel Macron. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y aura ces élections régionales. Que se passerait-il si le 27 juin au soir, le Rassemblement national, comme dans notre enquête IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio, gagnerait 1 ou 2 régions. On a donné la région Provence-Côte d'Azur, possiblement gagnée par Thierry Mariani. Ça enracinerait plus que jamais Marine Le Pen comme alternative, même si, et là je nuance ce qui vient d'être dit, ce n'est pas très pertinent de dire que les Français ne veulent pas le duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a beau, comme dans notre enquête, Philippe, il y a 3 semaines, proposer 10 scénarios différents de premier tour, systématiquement, il met en tête Macron-Le Pen, Le Pen-Macron. Ça ne veut pas dire que c'est immuable. On se souvient de Jospin Chirac dans les années 90-2000, mais en tout cas, c'est pour l'instant un fait politique très net. Allez, on vous posait cette question sur Twitter, sur YouTube, à 1 an de la présidentielle 2022. Macron est-il plus populaire qu'on ne le croit? Vous avez beaucoup voté. Vous dites non, c'est ce que vous pensez sur les réseaux sociaux, non à 93%. J'aimerais remercier Basile, qui nous appelait de Rouen, 0826 300 300, Céline Pina, Tom Conan, Philippe Bilger, et puis bien sûr vous, mon cher Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, que vous retrouvez régulièrement sur Sud Radio.